c'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature a vu pu mettre d'inégalité physique entre les hommes. Et que pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. C'est très intéressant parce que c'est vraiment le fondement de tout ce que l'on vit aujourd'hui dans la société. L'égalité absolue. On ne regarde plus les inégalités physiques entre les hommes, que ce soit des inégalités d'âge, je ne sais pas si on a le droit de dire de race, enfin bon, inégalité physique, de taille, inégalité de sexe. Eh bien tout cela, comment dire, la nature nous l'a donné, nous les a donnés, c'est ce que dit Rousseau, c'est des inégalités. Mais que fait la société? Eh bien elle les gomme, parce qu'elle s'en occupe plus. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de ces inégalités et on essaye de retrouver une autre égalité, c'est une égalité morale et sociale, une égalité civile. Voilà pourquoi tous les hommes naissent libres et égaux en droit, par le pacte. Voyez. Donc d'où ces droits des enfants qui sont, comment dire, qui vont se développer, hein, ou qui vont se développant, disons, d'où cette espèce d'égalité qu'on est en train d'essayer de mettre de plus en plus entre l'homme et la femme. Voyez. Égalité de droit, d'où ces discriminations que l'on voit sans cesse, n'est-ce pas? Au nom de la discrimination, maintenant on peut mettre n'importe qui au tribunal, hein, quelle que soit la discrimination que, voyez, d'où l'égalité que l'on veut même dans le mariage, voyez, au nom d'une discrimination, on serait traité d'homophobe, quelle horreur. Mais voyez, ce que redonne la société, c'est cette égalité, une égalité de droit. Il y a un droit au mariage pour tous. Vous voyez, il y a un droit à n'importe quoi, finalement. Ce qui va, on va voir, on va finir rapidement, mais ce qui va poser beaucoup de problèmes. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est que ça n'est pas un souverain, la souveraineté, c'est l'ensemble des individus. Le peuple est souverain. Vous voyez, c'est exactement cela qu'il veut dire. Le peuple est souverain. D'où aujourd'hui, n'est-ce pas, au nom de la démocratie, on condamne le populisme. Allez comprendre. Je lis juste le début de la phrase suivante. Par quelque côté qu'on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion, savoir que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits. Le respect mutuel. Si ça vous fait plaisir, si c'est votre bon plaisir, si c'est comme ça que vous le voyez. Et cette égalité, on va la retrouver dans la vérité. Si c'est votre façon de voir, je ne m'y oppose pas. Et on est en train de la retrouver dans l'Église. Si c'est votre religion, que voulez-vous? C'est une égalité de droit, c'est-à-dire une égalité fondée sur le droit social, c'est ça que je veux dire. Je passe, et la petite phrase qui suit, voyez, les lois, c'est la conséquence. Après, tout découle, c'est assez facile quand on a compris ces principes. Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur. Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société. C'est la vraie démocratie. Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. Elles se tiennent par la main. Voyez, ce sont des absolus. Ce qui est très intéressant, c'est que la liberté n'est pas définie une seule fois vraiment et philosophiquement dans ce contrat social. Donc elle signifie ici l'indépendance, en tout cas la possibilité de faire ce que l'on veut. Ce que l'on veut. Il n'y a pas de bien et de mal au sens absolu, mais le bien et le mal ne sont plus que relatifs à la liberté. On a inversé, vous voyez, là où la liberté normalement est relative au bien,
C'est-à-dire que la liberté est ordonnée au bien, elle est faite pour le bien, elle est faite pour faire et obtenir le bien. Désormais, le bien va se définir par rapport à la liberté, et non plus la liberté par rapport au bien. Donc, ça n'est plus est libre celui qui fait le bien ou se dirige vers le bien, mais est bien ce qui favorise la liberté. On a renversé. Vous voyez ? Si je me suis opposé à la liberté d'un homme, eh bien j'ai mal fait. Peu importe de l'objet, vous voyez. Justement, c'est exactement le cas du mariage pour deux personnes de même sexe. Je m'opposerai à leur liberté et donc je ferai mal si je les en empêchais. Je ne regarde même plus la nature ignoble de cette union, qui est contre nature de fait. Vous voyez ? Et qui est absolument abjecte et avilissante. Ça c'est clair. Mais je ne regarde plus les choses objectivement, je ne les regarde plus que subjectivement. C'est-à-dire que je me suis opposé à une liberté, donc j'ai mal fait. C'est vraiment l'homme roi. C'est ça la liberté, c'est l'homme roi. Plus de soumission. Et on verra, enfin, quand dans la dernière conférence, Rousseau et la religion, même il en a quelques mots à la fin de son contrat social, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. En tout cas, pas de religion catholique. Certainement pas. Parce que la religion catholique est trop contraignante. Elle impose des objets. Et là, il ne faut plus imposer d'objets. J'en arrive aux deux dernières citations. Il n'y a qu'une seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime, c'est le pacte social, c'est-à-dire le fondement même de l'union, c'est-à-dire ce qui va constituer la société. Là, il faut absolument un consentement unanime. Car l'association civile est l'acte du monde le plus volontaire. Tout homme étant né libre et maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l'assujettir sans son aveu. C'est-à-dire que, au moment même où les hommes fondent la société, font ce pacte social au nom de la liberté, là, il y a une unanimité absolue. Tous sont d'accord pour fonder cette société, ce pacte social sur la liberté et pour la liberté. Et ensuite, le problème, dira Rousseau, c'est que pour le reste, il n'y a pas unanimité absolue. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce sera l'unanimité mathématique, le nombre de voix. Le nombre de voix. Et d'où la dernière citation, qui à mon avis est la plus intéressante parce que la plus paradoxale, et qui montre la limite de Rousseau. Hors de ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres. C'est une suite de contrats même. Vous voyez, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres. C'est une suite du contrat même. On demande comment alors un homme peut être libre et forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. Donc vous voyez, on vote. Et quelques-uns ont voté pour M. Macron, aujourd'hui président. N'est-ce pas ? Mais d'autres n'ont pas voté pour lui. Bon. Alors, on demande comment un homme peut être libre et forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. C'est exactement le problème qui est souligné aujourd'hui, que l'on vit. Comment les opposants sont-ils libres et soumis à des lois auxquelles ils n'ont pas consenti ? C'est un vrai problème. Je réponds que la question est mal posée. Eh oui, naturellement. Le citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu'on passe malgré lui, et même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu'une. La volonté constante de tous les membres de l'État, c'est la volonté générale. C'est par elle qu'ils sont citoyens et libres. Quand on propose une loi dans l'Assemblée du peuple et ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur. Chacun, en donnant son suffrage, dit son avis là-dessus, et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l'avis contraire au mien l'emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé. Eh oui, si vous n'avez pas voté Macron, c'est que vous êtes trompé. C'est ça qu'il faut dire aux gens.
voyez, et que ce que j'estimais être la volonté générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eût emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais voulu. C'est alors que je n'aurais pas été libre. C'est quand même bien dit, hein. C'est très bien dit. Bon, mais n'empêche qu'on ne force pas quelqu'un à être libre, et ça reste un problème. Même si apparemment ça résout, c'est-à-dire que je deviens libre parce que je me soumets à une loi qui était contraire à moi, mais en fait, c'était contraire à ma volonté particulière, mais pas contraire à la volonté générale. Et donc je me suis trompé, et j'ai voulu dissocier ma volonté particulière de la volonté générale. Maintenant que le vote est remporté, eh bien ma volonté particulière qui n'est pas en accord avec le vote, ma volonté particulière ne correspond pas à la volonté générale. Et donc elle se trompait, et je me trompais. C'est ça qu'il faut dire. Je me suis trompé, quoi. Même si on est sûr d'avoir raison, il faut vous dire, vous vous êtes trompé. Vous êtes complètement trompé. Donc on oublie ce pourquoi on avait voté, n'est-ce pas? Et on se soumet à ce qui a été voté, et là on dit, ça y est, je suis libre. Parce que c'était ça la volonté générale que je n'avais pas compris. Donc, même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, vous êtes libre. Voyez, c'est ça ce que ça veut dire. C'est idiot. Il faut le dire. C'est absolument idiot. Et finalement, le grand problème, voyez, qui se pose, c'est toujours la liberté. Les limites, je finis en vous donnant les limites. Vous voyez, je vous expliquais ici ce que c'est que le contrat social. Je veux maintenant vous donner pas une réfutation à proprement parler, mais disons une réfutation par les limites et les conséquences. Là, le problème, c'est la liberté. Ça reste le problème. D'abord parce qu'elle est mal définie. Donc ça, c'est la réfutation qu'il faudrait donner à Rousseau. La liberté est mal définie. L'égalité, elle est mal définie. En tout cas, elle n'existe pas. Ça, c'est une fiction, l'égalité, c'est certain. C'est une fiction, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est une fiction juridique qui veut s'opposer à la nature. Il n'y a pas d'égalité dans la nature, mais donc on va la créer. Et donc c'est une égalité virtuelle, mais qui, à force d'être exacerbée, enfin à force d'être forcée contre l'inégalité de la nature, va exacerber des tensions et va finir par craquer complètement. D'où, justement, première conséquence, si vous voulez, si l'homme est libre, et même si l'homme est libre de faire ce pacte à l'origine, il est tout aussi libre de le quitter. Et donc la conséquence, et au nom de quoi Rousseau dira, maintenant que vous avez fait ce pacte, vous ne pouvez plus le quitter. Au nom de quelle liberté? Vous voyez, si quelqu'un veut retrouver sa liberté, son indépendance, libre à lui de se désengager du pacte, n'est-ce pas? Dans lequel il s'était engagé. Eh bien, que se passe-t-il? Quelle est la conséquence? C'est l'anarchie. C'est-à-dire que si ce pacte est une convention, eh bien, la conséquence de cette convention, c'est une anarchie. Ce contrat, je ne le respecte plus. Parce qu'au nom de quoi ce désir de sauvegarder les libertés est-il perpétuel? Au nom de la liberté. Mais quand je pense avoir retrouvé ma liberté, eh bien, je n'ai plus besoin de la volonté générale pour avoir ma liberté. Donc, je me retire, voyez, de ce pacte. En fait, en faisant de la société une convention purement artificielle, eh bien, Rousseau engendre nécessairement une anarchie. Parce que ça n'est pas naturel pour Rousseau de vivre en société, eh bien, le jour où la société ne m'apporte plus ce pourquoi elle était faite, je m'en retire. Donc son pacte social, si vous voulez, est à long terme, comment dire, on peut dire c'est comme une explosion atomique. Ce pacte social, c'est comment dire, une fusion, et puis au bout d'un moment, cette fusion des individus, elle est telle que ça explose parce que chacun retrouve sa liberté. Vous voyez? Donc la conséquence, si l'on peut dire, à long terme, c'est l'anarchie. Retrouver sa liberté personnelle. Ensuite, la volonté générale, comme on vient de le dire, sa limite, c'est quoi? C'est que comme elle n'est pas absolument unanime, elle va se baser sur le plus grand nombre. Mais le premier point qu'il est facile de souligner, c'est que la quantité n'a jamais fait la qualité, n'est-ce pas? Et de la quantité ne sort pas nécessairement la vérité. On est dans deux ordres différents. Et puis ensuite, reste le problème de cette minorité, même si Rousseau, ici, dit que
la minorité, vous voyez, celle qui n'est pas d'accord, celle qui n'a pas voté pour. Rousseau a beau dire, bon, bah, c'est parce qu'elle s'est trompée, mais vous êtes bien d'accord qu'on a beau dire, je me suis trompé, maintenant je suis libre parce que je sais ce qu'il faut que je pense, vous êtes forcé de le penser, malgré tout. Vous avez beau vous dire que vous êtes libre, en fait, vous êtes forcé d'être libre, ce qui est paradoxal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être forcé d'être libre? Bah, c'est un totalitarisme, tout simplement. Et là encore, la conséquence de ces démocraties, c'est le totalitarisme. Vous comprenez que c'est même paradoxal, hein, mais la conséquence de la démocratie rousseauiste, c'est d'une part l'anarchie et d'autre part le totalitarisme. Le despotisme. D'ailleurs, c'est Robespierre qui disait ceci, Robespierre qui est quand même rousseauiste, hein. Le gouvernement de la République, c'est le despotisme de la liberté. C'est très bien dit. Le gouvernement de la République, c'est le despotisme de la liberté. Nos gouvernants sont des despotes. Et ensuite, autre conséquence. Il y a des gouvernants qui ne sont pas des souverains, puisque la volonté générale est la souveraineté. D'accord ? Mais de fait, il y a des hommes qui sont désignés pour pouvoir appliquer la volonté générale ou veiller à son application. D'accord ? Le gouvernement, Robespierre disait, le gouvernement de la République, c'est le despotisme de la liberté. Donc vous voyez, il y a ces hommes qui sont élus, disons, démocratiquement, pour pouvoir faire respecter la volonté générale. Vous voyez ? Et quand cette volonté générale finit par s'opposer à ceux qui sont élus, ben, il y a une tension qui va se créer entre ceux qui sont élus et la volonté générale. N'est-ce pas ? Par exemple, aujourd'hui, M. Macron a discuté la limitation des 80 km/h, n'est-ce pas ? Bon, il s'oppose là à la volonté générale. Il est antidémocratique, cet homme, c'est sûr. Alors, que se passe-t-il dans ces cas-là? Quand le souverain, celui qui est souverain, disons, c'est pas le souverain au sens rousseauiste, mais quand celui qui est désigné pour faire appliquer la volonté générale n'est plus d'accord avec la volonté générale, eh bien, il y a une tension qui se crée. Et que se passe-t-il? Pour garder son poste, eh bien, il va agir comme un tyran. C'est-à-dire que le pacte social, qui était censé conserver et mettre en valeur la liberté, va tomber dans la tyrannie. Un des grands républicains, je vous cite Louis Junier dans un petit livre, disons c'est des notes prises par un de ses élèves sur son cours de politique. Et c'est à la partie Rousseau, il y a 2-3 pages sur Rousseau qui sont très bien faites. Un des grands républicains du siècle dernier, c'est-à-dire du 19e siècle, Arthur Ranke, tourné vers la droite de l'Assemblée, donc il était à gauche, n'est-ce pas? Tourné vers la droite de l'Assemblée, s'écriait assez ingénument, et ça va éclairer exactement ce que je viens de vous dire. Si vous êtes une infime minorité, la droite, nous vous mépriserons. Si vous êtes une forte minorité, nous vous invaliderons. Si vous êtes la majorité, nous prendrons le fusil et nous descendrons dans la rue. C'est clair, hein? Mais c'est ce qu'on vit. C'est exactement ça. Si vous êtes la majorité, nous prendrons le fusil et nous descendrons dans la rue. Dieu seul sait comment se terminera cette affaire avec les gilets jaunes, hein, mais nous descendrons dans la rue, et ce n'est pas les gilets jaunes, hein, ici, c'est le gouvernement. Et vous voyez, depuis 1989, qui s'est voulu l'application du pacte social et de la doctrine rousseauiste en France, depuis 1789, eh bien, regardez l'histoire de la France, elle oscille sans cesse entre anarchie et despotisme. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée, aujourd'hui, toutes ces républiques sont fondées sur le contrat social de Rousseau, qui est une absurdité. Parce qu'il n'est pas naturel, parce qu'il est contre nature. Et Rousseau lui-même l'avoue, il n'est pas naturel, ce contrat social. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous vivons vraiment, et je dirais de plus en plus cruellement, les conséquences de ce contrat social. Voilà.
Donc je m'arrête là pour le contrat social. Vous avez, je pense, les grandes lignes et je dirais les clés de compréhension. La France, pour les Républicains, avait reçu l'étape de la loi démocratique par les philosophes du XVIIIe, par la Révolution de 1789, et que son devoir était d'exporter cette révolution dans le monde. Alors, nous avons très bien vu en 93 ce qui s'est passé, comment les révolutionnaires ont totalement chamboulé les anciens régimes européens, comment les révolutionnaires ont chamboulé la carte de l'Europe, comment les révolutionnaires ont cassé les structures de nos vieilles sociétés européennes et l'harmonie européenne. Eh bien, nous avons fait la même chose en Afrique. Et si ces problèmes de Hutu, Tutsi sont ressortis, c'est à cause de la démocratie. C'est à cause, carrément, absolument. Oui, c'est à cause de la démocratie, parce que la démocratie a exacerbé. Lorsque François Mitterrand a obligé le Rwanda à passer au multipartisme, alors qu'avant, il y avait un seul parti, le parti unique. Et à l'intérieur du parti unique, les forces ethniques et régionales s'exerçaient à l'intérieur du parti. Ouais. Là, elles sont sorties à l'extérieur. Ce qui fait que... Les ethnies sont devenues des partis... Oui. Les ethnies, absolument. Et il y a eu tout un enchaînement. Moi, je dis toujours, et je l'ai démontré dans mes livres, la démocratie est la mère lointaine. La démocratie imposée en 1980, après le discours de la Baule au Rwanda, est la mère lointaine du génocide du Rwanda. Parce que tout a été mais la démocratie a fait un mal terrible en Afrique. Regardez, tous ces coups d'État qui se déroulent en ce moment en Afrique sont des retours, j'allais dire, à la sagesse africaine. Ce qui s'est passé au Soudan... C'est le retour du refoulé tribal. Oui, mais même le retour à la sagesse, qui est qu'en Afrique, le pouvoir ne se partage pas. En Afrique, le chef africain, les juristes me comprendront, détient à la fois l'auctoritas et la potestas. Rien à voir avec notre système du contrat social qui repose sur l'addition des voix individuelles et de la séparation des pouvoirs. Ça n'existe pas. En Afrique traditionnelle, si le chef discute son pouvoir, c'est qu'il n'est plus le chef. Ça ne veut pas dire que le chef... Ça peut changer, ça, oui, quand même. Bien sûr, mais c'est pour ça que le Botswana marche. Parce que le Botswana est passé dans un système moderne, mais en gardant son système traditionnel. Vous ne pouvez pas passer du jour au lendemain de sociétés communautaires à des sociétés individualistes. Nous sommes passés de la communauté à l'individu à travers la Renaissance, à travers la Réforme, à travers les révolutions du XVIIIe siècle, à travers les révolutions nationalistes, à des tas d'histoires. Vous ne pouvez pas imposer ça du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire en quelques années.